Comment vivre avec l'impensable? Comment survivre à une douleur infinie? Cette question habite les survivants des attentats du 13 novembre 2015. Nous en parlons avec Laurent Gonnet, qui est écrivain, avec Denis Marlot, qui est metteur en scène, et avec Stéphanie Jasmin, qui est scénographe. Bienvenue, c'est À l'air libre, l'émission d'actualité et de débat de Mediapart. Nous resterons tristes longtemps, mais pas terrifiés, pas terrassés. Laurent Gonnet, ces mots sont de vous, dans ce texte qui est accessible sur Actes Sud, qui est Terrasse, et qui est actuellement joué et monté par Denis Marlot et Stéphanie Jasmin en scénographe au Théâtre de la Colline. Je dois dire que j'ai été voir ce spectacle et j'ai découvert le texte et relu le texte depuis. On va parler de ce tour de force, comment on passe de ce qui est un roman, en fait, une sorte d'apparent monologue, à un chœur avec 17 acteurs sur scène. Mais j'ai été profondément saisi par un sentiment à la fois de dignité, de gravité et de vitalité. Est-ce que vous acceptez ces mots sur ce texte ? Ah bah oui, très volontiers. Enfin, c'est des mots importants, là, chacun des trois. Mais je suis content que vous ayez commencé par dignité, parce que c'est vrai que la gravité, elle y est, le sujet l'impose. La dignité, ça a été dans ma tête, c'est essayer de rendre la dignité à ces hommes, à ces femmes qui ont été frappés, essayer de raconter cette histoire en restant debout moralement, si je puis dire, même si les gens ont été à terre. Il y a quelque chose certainement en eux qui, même dans les derniers instants, a pu être digne, a pu être révolté, a pu être humain. Et moi, j'avais envie de m'attacher à ça, oui. Alors, pour tous ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes prix Goncourt des lycéens en 2002 et prix Goncourt tout court en 2004. Vous avez une œuvre déjà très abondante qui a commencé par le théâtre. Quelle est la relation, je dirais, entre ce qui pour vous est du théâtre et ce qui pour vous est de la littérature? Et je remarquais qu'en effet, sur la notice Wikipédia, là, on n'est pas à la rubrique théâtre, bien que ce soit, et on découvre d'abord au théâtre, mais c'est à la rubrique roman. Quelle est la différence? J'ai effectivement commencé par écrire des pièces. Au début, c'était simple. Au début, j'écrivais parfois du théâtre et parfois des romans. Et il y avait quelque chose dans cette alternance qui était assez nette et puis qui me plaisait, d'ailleurs, justement, de ne pas avoir la même boîte à outils à chaque fois. Plus le temps passe et plus ça devient plus compliqué et la frontière est plus poreuse. Et Terrasse est un bon exemple d'un texte qui finalement... alors, je sais pourquoi je voulais que ce soit un récit, parce que j'avais pas envie d'attribuer la parole. J'avais envie qu'on soit dans un flux et que le lecteur puisse être parfois perdu en sachant pas qui parle. C'est pas grave, c'est nous parlons. Donc c'est pour ces raisons-là, mais en même temps, le texte, je crois, porte effectivement beaucoup de théâtralité. Et le fait que j'ai été en dialogue si tôt dans le travail avec Stéphanie et Denis y est aussi pour beaucoup, c'est-à-dire qu'il est le fruit de nos échanges aussi beaucoup. Alors justement, Denis Marlot, vous êtes et c'est vraiment un honneur de vous avoir, parce que vous êtes une très grande figure de la scène québécoise, et dont j'ai pu voir, y compris, on en parlera, le travail à Montréal même, sur une dernière pièce. Comment on fait quand on a ce texte où il n'y a pas, on ne sait pas qui parle, tout le monde parle, et comment ça devient cet oratorio, ce chant choral sur scène? Comment on travaille? Comment est l'atelier dans ces cas-là? C'est forcément des lectures à répétition et des conversations aussi avec Laurent. J'avais la chance justement d'être dans une relation étroite avec lui, une communication. Vous avez déjà travaillé ensemble? On avait déjà travaillé ensemble. On avait j'avais monté le Tigre bleu de l'Euphrate. Dont on va reparler d'ailleurs, puisqu'il se joue aussi à partir de cette semaine. Le spectacle avec lequel nous revenons donc 5 ans plus tard à Paris. Et donc cette rencontre avec Laurent et avec son écriture, c'est particulier.
particulièrement ça qui m'a donné envie aussi de retrouver cette écriture dans une nouvelle création. Et ensemble, on a donc imaginé une nouvelle rencontre. Finalement, je pense, Laurent m'a parlé un jour de son idée de faire... de raconter ce 13 novembre parce qu'il entendait des voix. Et ça m'a beaucoup marqué. C'est-à-dire que ce travail de la choralité, je pense que c'est quelque chose de très présent dans mon parcours. Et là, de passer justement du monologue, du solo, à une possibilité chorale sur scène, ça a été pour moi quelque chose de très stimulant. Et puis, ces rencontres, ces communications, je veux dire, ont permis, je pense, progressivement, au fil de nos lectures isolées, de nos lectures communes, d'arriver à une certaine idée, je dirais une sorte de chorégraphie narrative que j'ai senti le besoin de développer avec Stéphanie dans une dimension spéciale, particulière. Alors Stéphanie Jasmin, vous accompagnez Denis Marlot dans la compagnie Ubu, qui a été créée en 1982, si je ne me trompe, et vous êtes scénographe, mais aussi artiste de la vidéo et des nouvelles technologies qui sont importantes dans votre façon de mettre en scène. Le texte de Laurent Godet, sa force, c'est un hommage aux résistances ordinaires. C'est un hommage à les gens, le ciel est plutôt l'ombre, la nuit leur est tombée sur la tête, et ça démarre avec... Voilà, on s'apprête à une belle journée, il y a du soleil, on va être sur les terrasses, et puis après il y a un concert pour d'autres, et puis tout ça s'effondre, et à hauteur d'humanité ordinaire, on fait partager ces résistances. Alors comment on trouve, puisqu'il y a beaucoup d'effets cinématographiques qui viennent de vous, comment on trouve le ton juste ? Moi, je l'ai trouvé juste. J'ai vu que des critiques, comme souvent, font les délicats. Moi, j'ai trouvé qu'au contraire, il y avait une solennité qui passait, et eux disent que c'était trop solennel. Comment on trouve le ton juste ? En fait, très tôt, l'espace et les images... En fait, l'espace est venu d'abord. Cet espace qui nous ramène au plateau de théâtre. Pour moi, c'est important de dire nous sommes au théâtre et non pas dans une reproduction, un documentaire, et donc résolument d'amener le plateau, mais un plateau qui provoquerait des instabilités, des déséquilibres, qui se déconstruirait un peu subtilement. Et il s'ouvre, il se fracture. Il se fracture, il bouge, mais ce ne sont pas des effets qui à peine se remarquent-ils, en fait, parce qu'ils se ressentent plus que se remarquer. Et les images, c'est un peu la même chose. C'est des images qui doivent se ressentir plutôt que de... Mais elles ne montrent pas. Elles font comme de la musique, d'ailleurs. Oui, elles donnent une résonance. Exactement. Résonner en résonance. Voilà. Oui, je compare souvent une trame sonore, d'ailleurs. La trame image que je fais dans les spectacles, c'est souvent quelque chose qui accompagne, qui porte par un mouvement, par une lumière fantôme, parce que vous parliez de la nuit, il y a beaucoup de lumière. La nuit aussi, donc filmer des lumières, ce qui est un peu étrange. Mais c'est aussi qu'il y a beaucoup d'images dans le texte lui-même. Il y a beaucoup de sensations, de descriptions des personnages dans ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent. Et donc, d'apporter d'autres images, c'est toujours périlleux. Et donc, c'est vraiment, pour moi, c'est presque des images qui comportent beaucoup de vide, beaucoup de place à la projection de nos propres images et de ce qu'on entend aussi des images du texte de Laurent. Mais oui, ouais. Je disais comment Laurent a ressenti, parce que la force, c'est que tout ça tient... vous créez cette musique, y compris picturale, mais il n'y a pas de décor. Hein. C'est vous qui créez une atmosphère, et tout repose sur le jeu des acteurs. Absolument. Moi, j'ai été saisi, je ne veux pas spolier, mais il y a le sous-titre, hein, c'est notre long baiser si long retardé, que l'on retrouve du début à la fin, avec un duo féminin, deux femmes qui s'aiment, et j'ai été totalement saisi par la façon dont les deux actrices nous emportent et nous donnent envie de vivre, en fait, à la fin. Mais comment vous ressentez vous-même, Laurent Godet, le passage de vos mots
à ces incarnations. Il y a des êtres humains, c'est la magie du théâtre. Hein. Il n'y a que le théâtre qui peut faire ça. Oui, il n'y a que le spectacle vivant qui peut faire ça. Absolument. Et c'est pour ça que je n'arrêterai jamais d'écrire du théâtre, parce que en romancier, j'ai pas ça. À la fois, je n'ai pas les conversations qu'on a eues en amont avec Denis et Stéphanie, et aussi le résultat, c'est-à-dire l'émotion de voir des mots qu'on a couchés sur la page, comme ça, tout seul dans son coin, qui vivent, qui deviennent incarnés, qui prennent chair. Ça, c'est un cadeau inouï pour un auteur. Juste, je pense que par rapport au travail de Stéphanie, je pense que en fait, et on en a parlé au début, ils se sont, eux, retrouvés dans le même problème que j'ai connu moi à l'écriture. Et vous disiez comment est-ce qu'on peut être juste, c'est la question du réalisme, en fait. Jusqu'où on va dans le réel? Est-ce qu'on met sur scène des tables de terrasse, des petites chaises comme on en connaît tous ici? Est-ce qu'on fait un serveur qui vient, évidemment... Est-ce qu'on reconstitue une salle de concert? Parce que c'est le Quelle est Bataclan. la situation du plateau? Est-ce qu'elle est dans le naturalisme ou pas? Je pense que très vite dans nos conversations, et aussi parce qu'on connaissait nos travails respectifs, moi je savais qu'ils n'allaient pas être à cet endroit-là, et c'est ça qui m'intéressait. Ce que je trouve très beau, c'est que dans ce plancher de plateau mouvant dont parle Stéphanie, il y a quelque chose de la métaphore du chancellement, en fait. Elle prend cette image-là, la fameuse expression le sol se dérobe sous nos pieds, c'est ça, et je trouve que ça dit quelque chose de cette nuit-là. Le sol s'est dérobé sous nos pieds de Parisiens, et je pense que c'est plus fort comme ça. C'est des choses aussi qui m'ont beaucoup interrogé au moment de l'écriture, c'est que toute inscription trop réaliste, en fait, est compliqué à saisir, à la fois par rapport au respect qu'on doit aux victimes encore, et aussi vis-à-vis du geste artistique. Qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait? Alors, par exemple, c'est un tout petit exemple, mais c'est pour ça que j'ai pas eu envie de mettre le mot Bataclan dans le texte, qui est peut-être un équivalent de la distance qu'a pris Stéphanie avec le réel. C'est que Bataclan, pour moi, j'ai l'impression que les lecteurs vont convoquer des images de chaînes d'information plutôt que leur ressenti. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est vraiment un hommage, pas seulement aux victimes, aux vivants aussi, et à tous les acteurs de la scène criminelle, terroristes, les secouristes, les policiers qui vont intervenir. Est-ce que, de ce que vous savez, des personnes directement concernées viennent voir le spectacle? C'est arrivé. Le soir de la première, on a rencontré une victime qui était au Bataclan et qui se trouve être un ancien régisseur général de la Colline. Et ça a été particulièrement touchant parce que il a assisté au spectacle. Évidemment, ça l'a déplacé dans des endroits extrêmement sensibles. Et il nous en a parlé. Il nous a dit combien c'était peut-être parfois vraiment compliqué pour lui de recevoir. Et en même temps, il était tout à fait en accord avec l'idée que ça devait être porté sur scène, ce moment-là, que l'art s'empare que le théâtre s'empare de cet événement tragique. Et je pense qu'il a été particulièrement sensible, je pense à la retenue aussi dans l'engagement très très ressenti de chaque acteur, de chaque composant du spectacle, et en même temps, je pense qu'il nous a trouvés au bon endroit. Et ça m'a beaucoup, ça nous a beaucoup touchés parce que c'était la grande interrogation pour nous. Comment on savait très bien qu'il y aurait des personnes qui viendraient, qui auraient été impactées d'une façon ou d'une autre, de près ou d'un peu plus loin, mais quand même c'est quelque chose qui nous a vraiment préoccupés pendant tout le processus. On en a parlé entre nous avec les acteurs ben voilà, il fallait prendre ce risque jusqu'à un certain point de livrer le spectacle dans cette théâtralité qui est à la fois spectrale et qui est aussi liée à cette dimension, je dirais, un travail de mémoire, quoi. Donc voilà. Vous venez de dire, Stéphanie, votre réaction à ça, parce que le mot que vous avez dit, mémoire, mais il y a des mémoires qui peuvent être tout à fait officielles, mortes, sinistres, comme un catafalque vide. Là, pour moi, je suis sorti à la fois saisi en me disant, mais c'est une mémoire vive, c'est une mémoire qui donne envie de vivre, même s'il y a de la douleur, même si... C'est-à-dire, on pleure et on vit en même temps. Et voilà, donc c'est une pièce de résistance, c'est un appel à résister, à la fatalité même.
à la fatalité du destin, non? C'est une pièce humaniste. Hein. Très tôt, Laurent nous parlait de ce fil rouge qui était l'amour. Le baiser. Le baiser, qui était justement la manifestation à la fois si simple, si pure et si résiliente du fait qu'on continuait à vivre, à respirer, à aimer et à vivre comme on le voulait aussi. Oui, cette dimension-là, il fallait la garder en tête. Et c'est drôle d'ailleurs parce que le travail s'est fait quand même dans une sorte de joie, curieusement, même si c'était parfois lourd à porter pour les acteurs d'aller à cet endroit-là, de l'incarner, de le porter dans la parole. Il y avait quand même une dimension, une sorte d'énergie collective qui s'est très rapidement installée dans l'équipe. Et ça parle beaucoup ça vient beaucoup du texte, en fait. Parce que chaque personnage, oui, certes, traverse la nuit, mais est transformé aussi et apprend quelque chose. Le personnage, par exemple, de Mathieu, qui dit « J'aurais pu ne pas être là, j'aurais voulu peut-être ne pas être là pour tenir la main d'une jeune femme dans ces derniers instants. Mais non, il fallait que je sois là parce que ce geste-là a changé ma vie, cette rencontre-là a changé ma vie. Et que c'est peut-être la seule chose que j'avais à offrir, mais c'est devenu d'une importance incroyable. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous a... En fait, c'est l'écriture, c'est le trajet de ces personnages qui, je trouve, qui apporte tout cet espoir, en fait, à la fin. Quand on dit « nous ne serons pas terrassés », nous allons continuer à vivre. C'est dans le club, vous savez qu'on est à Mediapart, un journal participatif. Et quelques jours avant le début de la pièce, le 15 mai, et donc elle est jusqu'au 9 juin au Théâtre de la Colline, dans le club de Mediapart, on pouvait lire Fred De Wilde, son héritage est un combat, par famille de Fred De Wilde. Alors, qui est Fred De Wilde? C'est un auteur de BD, un dessinateur, qui a survécu au 13 novembre, au Bataclan, et qui finalement a mis fin à ses jours le vendredi 5 mai. Et voilà ce qu'il a tenu avec sa famille, à ce que ces mots soient dans Mediapart, après, où il parle de son immense appétit de vivre, porté par l'amour, qu'il donnait autant qu'il recevait, son énergie communicative, son humour décapant, ses œuvres poignantes. Ses projets pleins les tiroirs ont été fauchés, on le voit, là, il y a sa photo. Il donnait aussi tant à sa grande famille des victimes du 13 novembre, au public, dans des interviews, aux jeunes. Fred le survivant, Fred la victime, était devenu Fred l'artiste, sublimant la souffrance à hauteur d'homme, passeur de mémoire pour nous tous. Et là, la famille parle de ce sournois poison répandu par les terroristes du 13 novembre 2015, l'a implacablement frappé après plus de 9 ans de résistance acharnée. Ils l'ont tué une seconde fois, sans plus de seconde chance de survie. Fred ne nous éclairera plus de son franc sourire, de la chaleur de son affection, de ses grands gestes qui ponctuaient son lent phrasé si inspirant. Mais là, j'en viens au fond, ce que j'ai ressenti, à la fois en voyant le spectacle, c'est le mot, hein, mais la pièce et relisant votre texte. Mais à travers tout ce qu'il a partagé avec nous, Fred continuera à nous indiquer la voie à suivre, combien l'attention à l'autre panse les plaies, combien la parole libère, combien le respect de l'autre résout les maux, combien la fraternité fait la force. Dans ce monde chargé de conflits, son héritage est un combat. On peut lui dédier peut-être notre conversation ainsi qu'aux autres. Oui, absolument. Et je pense que ce qui lui est arrivé récemment montre aussi à quel point on ne mesure pas le rapport au temps est complètement différent. Les fantômes. Ouais. L'onde de choc, c'est-à-dire que 9 ans plus tard, il est terrassé par ce coup qui lui a été porté il y a 9 ans. C'est très important de reprendre conscience que pour des gens qui n'ont pas été touchés directement, 9 ans c'est beaucoup, la vie continue, la vie a repris. Pour ceux qui ont été touchés de manière dure, de manière tragique, je pense que le temps s'est arrêté, qu'il y a quelque chose où s'est arrêté, ou a repris, mais en boitant. Et il en est l'exemple le plus tragique. Oui. Il y a un côté... au fond, dans
le texte et la pièce, il y a un mot qui revient souvent, le hasard. C'est la figure du destin, c'est Fatum, c'est une figure du théâtre antique qui est là, hein, avec justement des fantômes ou des dieux, gentils ou pas gentils, qui jouent avec le destin de l'humanité. Mais je me suis dit, en voyant tout ça, il y avait un côté, c'est comme le mythe de Sisyphe, au fond. C'est un rocher qu'il faut, quand on vit avec cette douleur, qu'il faut remonter en permanence. Puis il y a des fois... Il y a des fois où c'est trop lourd, oui. Ça vous va de dire ça comme ça? Oui. Ben, c'est la répétition d'un événement tragique qui doit être célébré d'une certaine façon par le théâtre, depuis les Grecs. C'est le cœur antique, oui. C'est l'auteur antique. Et puis cet appel, je dirais, c'est un appel aussi aux larmes. C'est un appel qui demande à être partagé par une communauté. Et c'est cette rencontre entre justement les gens dans la salle et puis ce qui se passe sur le plateau qui peut être bouleversant, qui peut créer aussi un effet. Je dirais, c'est un mot un peu compliqué des fois de parler de catharsis, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se produit à ce niveau-là. Ouais. Une des particularités de votre théâtre, vous l'expliquez dans un texte chez Actes Sud, papier, là, sur le théâtre, c'est que vous avez depuis le début voulu justement, et je pense que c'est aussi la résonance avec le style de l'écriture de Laurent Godet, ne pas vous enfermer. Jouer sur toutes sortes de ressorts, vous le dites, la musique, les nouvelles technologies, le chant, la danse, les arts virtuels, etc. Oui. Mais pour moi, c'est toujours important dans un spectacle et dans une création comme Terrasse, par exemple, de trouver la manière de mettre en tension tous ces composants. Et c'est, je pense, toujours le grand défi, surtout quand on arrive à devoir monter un texte comme Terrasse, qui est un récit, qui est un flux verbal continu. Comment le structurer, comment entrer dans la composition de l'œuvre et en faire ressortir tous ces souffles, tous ces vents, tous ces états rythmiques. Et pour ça, on convoque, donc, comme parlait de Stéphanie, on a un coffre à outils et ces technologies. Il y a quand même eu un travail, je pense qu'on a développé particulièrement pour Terrasse sur la voix, sur la diffusion vocale. Oui, que les mots, vous vouliez que les mots soient pas déclamés, bien... Que les mots nous parviennent. Oui, voilà. Dans une intimité, puisqu'il y a ces passages où on entend le personnage parasité par des pensées qui lui viennent, qui lui traversent. Et ça, c'était pour nous une manière de rendre compte de cette réalité intime du personnage. Et oui, c'est vrai que je pense que le travail aussi sur le plateau de tout ce travail de la lumière et de la musique qui était quand même assez complexe. On a beaucoup parlé avec... Qu'on ne sent pas, hein, c'est pour ça que je disais vraiment, c'est ça qui crée l'atmosphère. On est emporté comme ça. Oui. C'est un travail beaucoup sur les sens et sur je dirais sensitif. Donc, d'une grande, en fait, l'un des objectifs pour nous, c'était de dire, voilà, il faut que les spectateurs entendent leur respiration, que le spectateur s'entend respirer. Oui. Et parce qu'on est un peu en apnée dans ce spectacle, d'une certaine façon. Et moi, pendant toutes ces répétitions, je me suis senti très proche de ma propre respiration, en rapport avec ce qui se jouait, qui se cherchait dans le travail de la déclamation, de la verbalisation, C'est comme si chaque constituante devait être sur cette ligne fine, cette délicatesse, devait s'écouter et s'entendre. Autant il y avait une écoute nécessaire entre les interprètes, même quand il y avait un personnage solo sur scène et les autres, c'est une écoute constante. Autant chez les concepteurs, Marie-Christine Sommat aux lumières, Jérôme Minière à la musique, nous étions toujours à trouver cet endroit ténu où il y avait une justesse ensemble. Et pour justement ne pas donner trop de spectaculaire, de spectaculaire, de côté de spectacularité. Oui, c'est un mot. Mais que vraiment, même si un être seul, une infirmière seule sur scène, le personnage de l'infirmière, puisse capter toute l'attention à ce qui se passe, des gens sur ce qui se passe dans sa pensée, et sans parasite, sans heurts. Oui, c'est un travail vraiment sur l'écoute. Et la force, et je pense que c'est vraiment votre point commun, chacune dans vos registres.
dans ces moments de temps où la politique nous désole parfois, je dirais que c'est vraiment votre œuvre et ce que ça donne là, c'est une vision d'une politique sensible. Il y a la politique comme quelque chose qui est à nous, la politique, le bien commun, ce qui nous arrive, quoi, y compris des catastrophes, mais de manière sensible, pas déclamatoire. C'est pas le théâtre qui va vous dire ce qu'il faut faire, c'est pas le roman qui va nous dire ce qu'il faut penser. Ça passe par la sensibilité. Et après, du coup, on réfléchit, après, on est habité. Moi, c'est une expression que je prends très volontiers à mon compte, politique sensible. Je trouve ça très juste par rapport à l'endroit où j'essaye de travailler, et notamment le fait une question qui m'habite beaucoup pour Terrasse, mais de manière générale, c'est à qui on prête ces mots, en fait. C'est le premier choix, c'est-à-dire qui on va faire parler. J'étais très, très attaché au fait que dans Terrasse, effectivement, il y ait une infirmière, il y ait un médecin, les gars des commandos d'intervention, un commissaire, c'est-à-dire, c'est des figures qui existent dans notre imaginaire et dans nos narrations, elles existent dans les téléfilms, dans les films, mais assez rarement dans la parole, en fait. C'est-à-dire que moi, j'attache beaucoup d'importance à ce que dans le spectacle et dans le texte, il y ait ce long monologue du gars de la colonne d'intervention type GIGN, même si ça n'était pas... parce que on prête rarement la parole à ces hommes-là. Et je trouve que derrière la fonction, il y a toute une sensibilité humaine, évidemment. Ces hommes sont comme vous et moi, ils ont des familles, ils ont des peurs, ils ont des craintes. Ce qu'ils ont vu ce jour-là, ils ne l'avaient jamais vu avant, même s'ils sont hyper entraînés. Et d'ailleurs, ils l'ont raconté, que c'était inouï. Donc ça m'intéresse beaucoup de descendre aussi dans certains corps de métier qu'on traite peu dans la fiction, et ça donne peut-être ce côté aussi politique. Et dans le travail d'écriture, de création, vous avez fait un dossier d'enquête où vous vous êtes contenté de lire la presse, etc., où vous vous êtes dit, je vais aller rencontrer certaines de ces personnes? J'ai eu deux instincts avant même de commencer, c'est que je ne parlerai pas des terroristes et que je ne rencontrerai pas d'acteurs directs, ni victimes, ni intervenants, si je puis dire. Parce que je me connais... Prenez le buzz de ce qui est disponible. Et il y a énormément, les journalistes ont fait un travail assez extraordinaire, il y a une documentation folle, donc j'ai plongé là-dedans, ça beaucoup. Mais c'est vrai que j'avais peur je me connais, j'aurais été bouleversé par ces rencontres directes, et ensuite bien normal de faire quelque chose avec les mots qu'on m'avait confiés. C'est-à-dire que après, qu'est-ce que je fais? Je m'autorise à changer la phrase qu'on m'a dite ou pas? Qu'est-ce que je fais? J'enlève la virgule, je change de mot. Enfin, j'aurais pas su faire avec ça. Donc, et puis ça m'éloignait aussi un peu de l'écriture documentaire, et ça m'allait. J'avais envie de trouver un flux qui soit le mien. Alors, ce qui me permet de convoquer un auteur de théâtre qui a beaucoup accompagné Mediapart, qui, hélas, n'est plus parmi nous, Michel Vinavert, puisqu'au fond, il y aura maintenant 2 créations sur un immense événement terroriste, vous, avec Terrasse, et puis lui, il avait fait 11 septembre, sur le 11 septembre 2001, et lui, il avait fait, avec son écriture, qui est toujours un collage, il a toujours fonctionné comme ça, et c'est un vrai casse-tête pour les metteurs en scène, je pense, de monter Vinavert, mais il avait fait le choix inverse, qui est la terreur est là. Et ça se termine d'ailleurs par une sorte de duo entre Ben Laden et Bush. Les terroristes sont là, les messages des terroristes sont là. Voilà. Et vous avez fait ce choix on les appelle les autres. Dans le texte, c'est les autres. Ils sont là, ils tirent, c'est les autres. Mais c'est drôle que vous parliez de Vinavert, parce que moi j'ai relu son texte effectivement en septembre avant de commencer, parce que je l'avais en tête de mes années d'études, et je voulais voir justement comment par rapport à un événement réel et violent il avait traité. C'est vrai que, mais en fait c'est dans la continuité de son travail, c'est-à-dire il n'y a pas de mystère. Vinavert fait avec ce texte-là comme il faisait avant, effectivement le collage, aller chercher des phrases du réel. Moi je ne suis pas à cet endroit avant, j'avais pas envie de le devenir juste pour ce texte-là, donc je pense que c'est aussi assez naturel que chacun d'entre nous se saisisse du réel, mais le filtre avec sa manière de faire, et la mienne effectivement est plutôt du côté de l'intériorité. Le texte de Vinavert, dans mon souvenir, il est très court aussi. Il y a un côté extrêmement percutant je sais pas si ça aurait été tenable sur une forme plus longue. Je parle de la question du format parce que je voulais juste en profiter pour dire que un des grands plaisirs pour l'auteur que je suis, c'est de voir aussi
un spectacle avec 17 personnes sur le plateau. Et à l'époque où on nous annonce des coupes vertigineuses dans le monde de la culture et notamment du spectacle vivant, ça va être de moins en moins possible. C'est déjà très compliqué. Et c'est quand même important que nous, artistes, on puisse avoir le choix du format. Il y a des histoires qui se racontent dans des petits formats. Et moi, j'ai fait des monologues et je sais qu'il y a un plaisir à ça. Il y a aussi des histoires où on a besoin d'ampleur, on a besoin de gens, on a besoin d'un grand plateau, on a besoin d'espace. Là, je pense que c'est une dernière fois de ma vie d'auteur que j'aurai la joie de voir 17 personnes sur un plateau. C'est phénoménal. On va continuer à se battre quand même. Oui. Non, mais je dis ça parce que dans la vie d'un auteur de théâtre, vous savez, il y a des hauts et des bas. Hein, mais en effet, le collectif, là, j'allais dire 17, c'est 16 plus 1, on y reviendra, puisqu'il y a un acteur qui arrive tout à la fin. Mais je voudrais justement venir à votre théâtre. Et je disais que j'avais vu à Montréal cette autre pièce que vous avez montée récemment, qui est Un cœur habité de 1000 voix, alors qui est un hommage à, je l'ai découverte, du coup, une grande écrivaine québécoise, Marie-Claire Blais, hein, qui est décédée et qui a été une sorte d'héroïne, on pourrait dire, de la cause lesbienne, gay, LGBT. Voilà, absolument. Et vous avez fait ça à partir d'un gros roman, récit, qui a été réduit et écrit par Kevin Lambert, qui a eu le prix Médicis. Et pareil, c'était très fort. Et surtout, et c'est ça ma question, en fait, ça démarre mezza voce, et en fait, on revisite un peu l'idée de ces luttes là pour l'égalité des droits, contre les discriminations, contre les stigmatisations. Puis au fond, le personnage central se dit mais est-ce que tout ça va survivre ? Et puis pareil, il y a un souffle de vie, un souffle de résistance avec un retournement ironique, j'allais dire, d'une personne jouée par une actrice formidablement jeune malgré son âge. Voilà, malgré son âge. Et ma question, c'est au fond, est-ce que c'est trop chargé de dire qu'il y a dans votre théâtre un goût pour les luttes, les résistances, ce qui ne cède pas? En tout cas, certainement que cette production s'inscrit aussi dans un travail que j'ai entamé avec Stéphanie sur Marie-Claire Blais, parce que nous avons monté Soif Matériaux, 5-6 ans plus tôt, et qui était aussi absolument très emblématique justement de ses préoccupations sociétales, politiques de Marie-Claire, et qui a été pour nous une rencontre assez fondamentale. Et en même temps, il y avait cette idée aussi de pouvoir arriver à faire, je dirais, un théâtre d'art et à la fois militant, politique et un théâtre d'art. Donc c'est cette conjugaison-là, moi, qui particulièrement m'intéresse, me concerne, avec la rencontre avec Laurent, avec Marie-Claire et Kevin Lambert. Ça a été, je pense... qui est tout jeune, hein, qui a 31 ans. 31 ans, justement. Et ce qui est assez étonnant, c'est aussi que ces deux spectacles se suivent, mais en fait, il convoque deux âges du temps humain très différents. Avec Terrasse, on est dans la jeunesse qui est impactée par un événement terrifiant. Et là, c'est plutôt l'inverse dans Un cœur habité de 1000 voix. Ce sont des personnages qui ont atteint un certain âge et qui, au bout de leur vie, se posent la question de la transmission, de la pensée politique ou de la pensée résistante. Et dans une autre forme chorale, puisqu'il y avait 7 personnages sur le plateau, dans Un cœur habité, et puis on s'est retrouvé dans une dimension tout aussi chorale, mais dans un autre temps d'âge. Ouais. Le collectif a de l'importance. Oui. Voilà. Le politique passe à travers l'intimité des personnages dans les deux cas. C'est-à-dire c'est l'écriture qui donne vie à la pensée croisée de plusieurs personnages et leur vision du monde. Et tout ça est interrelié. Ce n'est pas des écritures qui manifestent ou qui proclament quelque chose. C'est vrai que dans Le cœur habité de 1000 voix, il y avait aussi la présence des fantômes, aussi comme dans Terrasse. C'est le théâtre. Depuis Shakespeare, c'est au cœur du théâtre. Les vivants et les morts. Et donc, c'est un beau chemin entre les deux, en fait.
Alors, vous avez fait le choix, puisque le Théâtre de la Colline, c'est une saison Laurent Godet. D'ailleurs, je signale, vous pouvez acheter un billet à prix intéressant pour les 2 pièces. 2 pièces. Et donc, il y a une autre pièce, en même temps que Terrasse, qui est Le Tigre bleu de l'Euphrate, que vous aviez déjà monté, qui est un autre texte de Laurent Godet, qui, lui, est voulu comme une pièce de théâtre. Et alors là, il y a un point commun, je trouve, qui est la nuit, pourrait-on dire, hein, parce que c'est une nuit qui tombe sur un homme. Mais il y a un point pas du tout commun, c'est que non seulement c'est un monologue, mais là où on est dans l'ordinaire, là on est dans le symbole même du pouvoir. C'est la dernière nuit d'Alexandre. Alexandre le Grand, Alexandre le Conquérant. Quelle est la résonance entre ces deux... Oh, pas facile la résonance. Je pense que ce qui saute aux yeux, vous avez raison, c'est d'abord les différences. On parlait de format, alors on n'a rien à voir. Un spectacle monologue. Et le monologue, et je disais, c'est pour ça que je disais 16+1, c'est que l'acteur fait cette performance de revenir à la fin. Après, il joue en premier. Voilà, enfin, l'acteur qui joue le Tigre bleu il vient dans Terrasse faire le 17e personnage. Voilà. Pardon. Mais non, c'est vrai que on est dans une antiquité lointaine avec le Tigre bleu de l'Euphrate, dans un événement très récent avec Terrasse. Je ne sais pas, je pense que le point commun, c'est peut-être la question, ce que vous nommez la nuit, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait avec avoir la possibilité de, même si ça n'est qu'en quelques instants, de mettre sa propre vie en balance quand on la quitte pour peut-être exprimer quelque chose dessus. Les personnages de Terrasse, dans mon écriture, dans le réel, je ne suis pas sûr que ça a malheureusement été le cas, mais ont le temps de se dire au revoir. Et donc ils ont le temps d'avoir ce moment-là, même si c'est très court, d'exprimer encore une dernière chose, de convoquer un dernier souvenir, la maman qui parle de sa fille avant de mourir. On est peut-être là à un endroit un peu commun. Alors évidemment, dans Le Tigre bleu, c'est fait de manière beaucoup plus épique, beaucoup plus tonitruante, si je puis dire. Et puis, comme vous l'avez dit, c'est un personnage de pouvoir, donc les problématiques sont totalement différentes. Oui, il congédie tout le monde au début. Voilà, ça commence par silence, ce qui m'amusait, mais dans une salle de théâtre, je trouvais ça rigolo. Mais moi, le Tigre bleu, c'est un texte aussi beaucoup plus vieux, hein, c'est un texte que j'ai écrit il y a 20 ans, mais je ne suis pas sûr que le Alexandre du Tigre bleu ait grand-chose à voir avec le Alexandre historique. Non pas que j'ai inventé quoi que ce soit, je ne l'ai pas fait, je suis resté assez fidèle à une partie de ce qu'il a fait. En revanche, ce que je projette sur la figure d'Alexandre le Grand, je ne suis pas certain qu'elle ait été réelle. Pour moi, Alexandre, c'est la figure du désir. Le vrai Alexandre le Grand était probablement un mélange étrange de monstruosité, de brutalité, et puis aussi de culture et de savoir. C'est quand même l'élève d'Aristote. On peut imaginer qu'il en est resté quelque chose. Mais ce que j'aime, moi, c'est cette espèce de soif. Inextinguible, en fait. C'est ce qu'on comprend, c'est que ce ne sera jamais assez. Voilà. Et ça lui donne quand même un élan que je trouve assez beau, puisqu'il existe, y compris en dépit de sa propre santé ou de sa propre intégrité, c'est-à-dire qu'il se brûle en fait. Et c'est à cet endroit-là que je peux être en admiration de la figure que je projette sur Alexandre. C'était votre choix de faire les 2 pièces? C'est-à-dire que c'est l'invitation de Wajdi Mouawad, qui a eu le directeur du Théâtre de la Colline, qui avait envie de donner ce coup de projecteur sur le travail d'écriture de Laurent. Et voilà, c'est formidable d'arriver avec un solo et puis passer justement à ce grand spectacle de Terrasse. Oui. Alors, on parlait de la nuit, et du pouvoir, et de l'engagement, et de la politique, et de la sensibilité. Il y a une autrice que vous aimez, que vous montez, qui est autrichienne, qui a eu prix Nobel de littérature, Elfriede Jelinek. Et je vais vous lire des mots que nous avons récemment aussi rappelés sous la signature de Karine Fouteau en temps d'élection européenne à Mediapart. « J'entends respirer un monstre. J'entends s'affaiblir le souffle de la démocratie. Je suis contente, c'était à une réunion publique en Allemagne qu'elle avait fait lire ça face à l'extrême droite, je suis contente que vous soyez si nombreux et que vous vouliez lui insuffler une vie nouvelle. J'espère qu'il n'est pas trop tard. L'arc républicain que chacun aime tant se voit étirer toujours plus. Des hommes et des femmes y travaillent avec leurs masses et leurs marteaux pour que toujours plus de gens soient admis dessous. Et les anciens comme les nouveaux nazis sont de nouveau fréquentables. Les autres peuvent partir, ou on les obligera à partir. » Comment on regarde depuis ce que parfois en France on appelle la belle province, ce qui se passe en Europe et cette extrême droite qui monte, qui est là, déjà là?
On n'est pas à l'abri non plus. Oui, hein. Oui, vous nous avez même envoyé un Québécois qui sévit sur CNews. Oui, absolument. Absolument. Ouais. Bon. Non, c'est terrifiant. Je pense qu'en Europe, on est encore plus près de tous ces fronts multiples, de ces débats. Mais c'est un mouvement occidental général. Hein. Même chez nous, on avait une politique assez Vous avez modérée. Trump pas loin, oui. On a Trump qui est un danger imminent. Oui, en fait, c'est vrai qu'on est... on a soif de sens et de lire des textes qui nous amènent des points de vue d'espoir, de contestation, de résistance. C'est le sens, je crois, c'est le sens. Les extrêmes ne se parlent plus, ne s'écoutent plus, il n'y a plus moyen d'avoir des échanges de raison, d'humanité. Parce que Laurent Godet, il se trouve, on est en élection européenne, et vous avez fait un texte qui est même devenu maintenant un texte de référence, un classique. Là, j'ai une édition qui est commentée pour les élèves, etc., qui s'appelle « Nous, l'Europe, banquet des peuples », qui est aussi comme un immense poème épique, pourrait-on dire, hein, où il y a d'ailleurs des moments très drôles, notamment sur comment les militaires n'aiment pas la musique, hommage à la Révolution portugaise dont on fêtait l'anniversaire, là, le 25 avril. Mais je voudrais lire ces lignes-là, qui m'ont beaucoup parlé, moi, parce que je viens aussi de ce monde-là. Vous commencez donc par une citation de Frantz Fanon, dans Les damnés de la Terre. « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Avons-nous oublié les mots de Frantz Fanon? Avons-nous oublié qu'au regard de l'histoire, nous formons une génération ? Qu'au regard de l'histoire, nous serons jugés sur notre courage ou nos démissions? Avons-nous oublié que nous ne sommes pas seulement une foule d'individus qui vont à leur bonheur, mais une entité qui doit éclairer son temps avec des idées neuves? Que dire Que dire pour aujourd'hui? Oui, non, je pense que Est-ce qu'on a découvert notre mission, pour reprendre la question de Fanon? J'en suis pas certain. Je pense qu'elle se dessine quand même. Je pense que très clairement, moi je suis déjà vieux, mais la jeune génération, mais même ma génération, il est de plus en plus clair que la question de la planète fait partie de notre mission générationnelle. Je pense qu'il y a aussi la question de l'humanisme, à opposer justement à la montée des extrémismes, et notamment de l'extrême droite. Le très beau texte de Jelinek que vous avez lu tout à l'heure, j'entends à nouveau un monstre respirer, c'est glaçant. Je crois qu'elle le faisait suite à la réunion de Wannsee. Il y a des échos... Oui, l'extrême droite qui a fait sa réunion du grand remplacement français. Hein, voilà. C'est-à-dire comment on va les mettre dehors, en fait. Voilà, ils doivent partir. Et je pense qu'il y a des tas de petits signes qui ont des échos vraiment détestables et puants, en fait. Il y a des odeurs nauséabondes qui remontent, effectivement, beaucoup concentrées sur la question des migrants, comme par hasard, parce que ça vient souvent de là. Aussi la question identitaire. Donc oui, il me semble que l'humanisme, un humanisme, comment dire, pas niais, c'est-à-dire que ce mot porte malheureusement un petit peu quelque chose de béat, d'ouvert, de toujours content avec tout le monde. Moi, je suis pour un humanisme combatif. Je pense qu'il faut que l'humanisme redevienne combatif au sens où il a beaucoup de choses à opposer, en fait, à un certain nombre de choses insidieuses qui se mettent en place. C'est ce qui vous a amené... Vous prenez position, vous avez été commissaire d'une des expositions sur la Palestine, de préfiguration du musée d'art de la Palestine avec Elias Sambar à l'Institut du monde arabe. On en a rendu compte dans Mediapart. Vous avez récemment signé l'appel lancé par Michel Brouet sur les hommes solidaires de MeToo. Comment vous définiriez, vous, Laurent Godet, l'engagement de l'écrivain, de l'artiste ? Indépendamment de ce qu'il fait, de ce qu'il écrit, de ce qu'il met en scène. C'est-à-dire qu'il y a deux choses assez distinctes. Il y a les engagements que je peux prendre en tant que citoyen. Ça me semble important de le faire, moi, à titre personnel, parce qu'on me demande, je suis en réflexion en permanence, comme chacun d'entre nous autour de cette table, j'imagine, par rapport au monde, par rapport à l'actualité. Et puis, il y a l'engagement de ce que j'invite dans mon travail. Et c'est un peu différent. C'est-à-dire que décider de parler d'un sujet, c'est décider de faire rentrer un peu de politique dans mon travail.
ça. Et décider d'écrire un poème sur l'Europe, c'était un choix politique, d'une certaine manière. Et quand j'ai dit à mon éditeur que j'étais en train de travailler sur un long poème européen, il m'a regardé avec un petit peu de stupéfaction, et j'ai senti que c'était pas la meilleure nouvelle pour lui. Finalement, le livre a une très belle vie, et je pense qu'il est content. Mais voilà, on est aussi redevable de ses propres choix d'écriture ou de sujet. Et c'est quelque chose que moi j'ai ressenti très tôt, quand après mon Goncourt, qui avait beaucoup élargi le nombre de gens qui m'avaient lu, j'ai décidé d'écrire le livre qui s'appelle Eldorado et de parler de ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque les migrants. C'était un choix aussi. Le livre n'a pas beaucoup été pris comme ça à l'époque, mais c'est quand même un choix de dire après Le Soleil d'Escortage, je vais écrire Eldorado et je vais parler de ça. Tant pis si je perds des lecteurs, mais on avance. Stéphanie et Denis, un dernier mot sur cette question de l'engagement. Mais je pense que d'abord, on est profondément engagé dans notre art du théâtre, avec toujours ce souci de nous mettre en relation avec le réel, avec l'actualité, je pense que la rencontre avec des auteurs d'aujourd'hui, le théâtre contemporain qu'on défend au sein de notre compagnie, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Il y a pas, je pense que la rencontre avec Marie-Claire, par exemple, le travail que nous avons fait avec des Halloers, soit la Comédie Française, avec L'Innocence ou Le Dernier Feu, témoigne aussi de cette nécessité de rencontrer des auteurs qui peuvent nous donner des éclairages sur nos réalités, sur nos fragilités aussi. C'est quelque chose de très, très important. Stéphanie ? Oui, en fait, ça passe. Nous, on est des passeurs. Hein, on voyage dans l'univers des textes et on leur donne forme, on leur donne place, on les fait entendre. On essaie de les faire entendre le plus justement possible, mais ça passe par la création et par l'art. Donc, notre engagement, il est comme artiste. Dans notre vie, on a comme tu disais, on a nos engagements, bien sûr, très 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 conscients de ce qui se passe. Mais oui, en fait, je pense que l'art a encore une fonction de faire entendre des visions du monde qui peuvent passer par le poétique aussi, par l'imaginaire, et non pas juste sur une prise directe sur l'actualité, une prise documentaire, une prise... Et je crois que c'est des terrains de réflexion qui sont super importants et qu'on doit défendre aussi. Il y a une association en France qui s'appelle Résistants d'hier et d'aujourd'hui, qui fait un rassemblement au plateau des Glières chaque année. Et c'est là que Stéphane Hessel avait fait ce texte qui a donné le manifeste Indignez-vous. Et leur slogan, qui est très curieux, après un texte politique, curieux, mais c'est tout à fait ce que vous venez de dire, c'est créer, c'est résister, résister, c'est créer. Merci à vous trois. Allez au Théâtre de la Colline. Terrasse, c'est jusqu'au 9 juin et le Tigre Bleu de l'Euphrate, c'est jusqu'au 16 juin. Merci d'avoir suivi cette émission et abonnez-vous.